sont plutôt vastes, on pourrait y passer des jours et des jours entiers. J'ai essayé de tout centrer sur un seul élément, me disant que vous avez peut-être déjà un site internet. Qui n'a pas de site internet ici? Ok, d'accord. Site internet. Pas de site, donc tout le monde a un site internet, d'accord. Est-ce que qui n'a aucune notion de référencement naturel par contre? D'accord, donc ça parle à tout le monde. L'idée c'est de se dire, voilà, on vous a présenté tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes. Et tout ça c'est chronophage, ça prend énormément de temps. La question à laquelle il est important de répondre au quotidien, c'est qu'est-ce que je peux faire au quotidien justement pour faire avancer mon site? Qu'est-ce que je peux faire pour, lorsque je travaille avec mon équipe en interne, la personne qui travaille en interne, éventuellement si vous faites appel à une agence, sur quoi je peux faire porter mon attention pour faire en sorte que demain, lorsque je vais travailler sur mon site, lorsque je vais l'alimenter, lorsque je vais faire des actualités ou créer des pages, on a parlé d'une notion très importante tout à l'heure qui est la landing page, sur un site, la page d'atterrissage, n'importe quelle page en fait est un point d'entrée potentiel. On a entendu beaucoup de choses ce matin aussi sur l'importance de bien travailler son message, l'ergonomie des pages, etc. En fait, l'internaute est clairement en mesure de rentrer aussi bien par la porte que par la fenêtre que par le sous-sol. Toute page d'un site est une porte d'entrée. Et ça nous ramène au quotidien. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon site plus efficace en termes de visibilité. Alors, juste quelques éléments génériques. Donc, comme effectivement, tu disais très bien tout à l'heure, on ne s'est pas concerté pour préparer nos présentations, je pars du principe à ce stade-là que vous avez répondu à un certain nombre de questions. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à utiliser ce support qui est le qui, pourquoi, où, quand, comment, combien, dans le désordre. D'accord? Donc, c'est important d'avoir défini de qui on parle, à qui on s'adresse. D'accord? Et qui, éventuellement, quels sont les profils des gens qui vont venir nous visiter. Pourquoi? C'est quoi la mission? C'est évident pour vous. Faut se méfier de cet effet d'évidence. Il est extrêmement important de prendre le temps d'exprimer les choses de façon absolument claire. Les moteurs de recherche sont de plus en plus intelligents et aujourd'hui ça monte en puissance, mais il est clair que tout doit être exprimé de façon absolument précise. De savoir pourquoi communiquer, ça on en a parlé ce matin déjà, les attentes des gens qui viennent vous visiter, puis leur vision des choses. Or, ça a été évoqué plusieurs fois aussi depuis ce matin, c'est l'idée des personas, c'est-à-dire savoir ne pas construire son site autour de son nombril. Moi, je, personnellement, etc. On voit beaucoup de sites qui sont construits comme ça. Or, c'est tout un exercice, c'est ce que disait Frédéric ce matin, c'est un sacré exercice que de retourner son contenu orienté utilisateur. Vous avez entendu ça plus d'une fois ce matin. Donc on va supposer que ça, vous y avez déjà réfléchi. Et puis le où, c'est votre localisation, votre zone d'action, et où se trouvent les gens à qui vous vous adressez, et vos bénéficiaires. Quand? Ça va déjà nous orienter sur des contenus, notamment pour des plannings de publication, parce que si, je ne vais pas y revenir, mais s'il y a un levier qui va vous permettre d'avancer en termes de résultats naturels, ce qu'on appelle les résultats naturels dans Google par exemple, l'un des leviers, une fois qu'on a un site correctement construit avec un contenu intelligemment construit, c'est la mise à jour régulière. Je ne dis pas le plus souvent possible, je dis régulièrement, d'accord? Il y a des sites qui fonctionnent très bien en publiant une fois par semaine, une fois par mois. Donc ce planning éditorial, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, la notion de moment clé, ça initie déjà les moments où on va communiquer, d'accord? Ensuite, le comment, là, ça va commencer à s'étoffer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va parler autant de stratégie que de la construction du site, parce que même s'il est construit aujourd'hui, un projet doit être remis en cause en permanence. Hein, le référencement est basé sur, à 92% sur une visibilité via Google. Google change les règles plusieurs centaines de fois par an, donc il ne faut pas hésiter à se remettre en cause en permanence. Donc de la stratégie, la construction, l'ergonomie, on en a très très bien parlé ce matin, les contenus, les appels à l'action, ça a été très bien évoqué également, et puis tous les outils qui vont pouvoir vous aider à avancer, à gagner du temps. Donc c'est un ensemble de compétences qu'il faut réunir dans l'équipe ou qu'il faut trouver d'une façon ou d'une autre. Moi j'ai la chance de faire partie d'associations, etc. Et c'est vite avéré en général que c'était une compétence qui était assez demandée, hein, de savoir travailler sur la structure de site et puis de savoir rédiger pour le référencement. Voilà. Ensuite le combien, là, ça va dépendre de la structure de votre association. On vient d'apprendre qu'on pouvait annoncer sur AdWords pour
quasi gratuitement, donc c'est plutôt intéressant. Mais de toute façon, il y aura toujours des moyens en termes de ressources, en termes de temps à investir. Et là, ça ne peut pas se faire avec l'opération du Saint-Esprit. Voilà, donc supposons que tout ça soit parfaitement calibré déjà. Maintenant, la question c'est pourquoi. Je pense que là, vous avez tous la réponse, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui semble ne pas trop connaître le référencement. On va parler de SEO, ça va être un des seuls termes anglophones que je vais utiliser. Vous avez souvent entendu parler de référencement. Je ne sais pas, le SEO, ça vous parle aussi, non? Non. Donc, on a fait un déjeuner, quelqu'un a appelé ça l'outil ZEO. ZEO, ah c'est intéressant, d'accord. Ok, non, jamais entendu. Donc en fait c'est la même chose, mais c'est pas pareil. Ça veut dire juste Search Engine Optimization, ça veut dire référencement naturel, quoi. Il n'y a pas de traduction directe en anglais. Donc c'est l'optimisation d'un site pour les moteurs de recherche, tout simplement. Voilà, hein, si vous voulez avoir l'air très cultivé dans les soirées mondaines de référencement, parler de SEO. Alors, le pourquoi du comment, bah, c'est simple. Google aujourd'hui, c'est une hégémonie quasi complète depuis un paquet d'années. Moi, je fais du référencement depuis, j'ose à peine le dire, depuis 99. Donc, je fais partie des dinosaures de l'univers. J'ai quasiment toujours vu Google, je l'ai vu émerger, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est 30 milliards de pages, c'est 20 milliards de sites analysés par jour. D'accord ? Et c'est 92% du trafic européen. Donc, je pense que l'essentiel d'entre vous vise un trafic francophone ou français. Voilà, c'est grosso modo 90-92% du trafic. En moyenne, par contre, sur les sites internet, en termes de statistiques, puisqu'on a déjà parlé, la moyenne est entre 40 et 50%. Je pense qu'il est très très bon d'envisager d'autres voies de trafic que le référencement naturel. Surtout avec un outil qui change les règles en permanence. Hein, donc voilà, on a parlé de tout un tas de créneaux comme de la newsletter en passant par l'AdWords, en passant par d'autres outils. Je fais partie des gens qui sont pour la dégooglisation du web. Ce serait intéressant que le trafic ne passe pas que par là, mais voilà. C'est un plébiscite. Il y a à peu près 100 milliards de requêtes par mois, d'accord, ce qui représente à peu près 46 000 requêtes à la seconde. Et il n'y a que 10 résultats par page. Et puis pour améliorer les choses, en fait, c'est clair, si vous voulez du trafic sur un mot-clé donné, il faut juste être dans les 3 premiers. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Maintenant, ça n'empêche pas l'ouverture à tout un tas de possibilités. Alors je ne vais pas traiter aujourd'hui de la recherche de mots-clés, je vais vous citer des outils pour rechercher des mots-clés. AdWords en fait partie d'ailleurs, c'est un excellent outil pour rechercher des solutions de... Il y a une concomitance claire entre le référencement naturel et l'AdWords. C'est d'ailleurs bien quand les deux travaillent en cheville. Mais il y a la place pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, stat que je n'ai pas mise aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de chercher en permanence des requêtes qui sont tapées par les internautes systématiquement et de façon très populaire. Chaque jour, il y a 500 millions de requêtes nouvelles qui n'ont jamais été tapées sur Google. D'accord ? Donc, il y a de la place, en fait, il y a de la place pour une technique que j'appellerais de la pifométrie scientifique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois travaillé sur ce qui est couramment recherché, ce qui est effectivement un usage régulier de la part des internautes, mais n'hésitez pas à faire appel à votre intuition. C'est ce qui rend aussi des choses un petit peu intéressantes quand même pour construire un site. Alors, un site, en fait, au niveau de sa visibilité, le référencement, il tient sur 3 piliers. D'accord ? Le pilier premier, c'est la structure, le contenant, hein, la structure, le code, la façon dont le site est construit, etc. Est-ce que les pages sont vraiment des choses qui vont pouvoir être explorées par les robots ou est-ce qu'elles sont bloquées? Est-ce que les informations sont véritablement correctement représentées? Là, on est dans un aspect purement technique du référencement. Donc là, c'est structuration, rubricage de pages, respect d'un certain nombre de contraintes imposées par les moteurs, et bien sûr, derrière ça, le respect des attentes des internautes, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'ergonomie et le fait que chaque page doit avoir un objectif. Les contenus, ça c'est un des leviers, c'est peut-être le levier principal une fois qu'on a une structure propice au référencement. Un contenu original, non dupliqué, non copié ailleurs. D'accord ? Ça c'est important. Il est de plus en plus facilement détecté. Un texte suffisamment dense. Aujourd'hui, il est clair que personne sur le web ne vous attend. D'accord ? C'est pas bon pour l'ego, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous sortez un nouveau projet, aussi enthousiasmant soit-il, il y a de fortes chances que sur votre thématique, il y ait déjà des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de résultats. Donc, si on veut que la page soit identifiée, que les pages soient identifiées,
il va falloir un minimum de densité parce que il ne faut pas oublier que c'est un robot qui analyse tout ça. D'accord? Ensuite, il va falloir également une hiérarchisation et un maillage clair, c'est-à-dire un maillage, c'est la façon dont les pages sont reliées entre elles. Ça parle à la fois du parcours de l'internaute qui va visiter votre site, mais aussi du parcours des robots qui va parcourir toutes les pages et reconstruire à sa façon en fait votre arborescence pour la comprendre. D'accord? Et puis les contenus, bien sûr, sont porteurs de votre message, de votre offre, de contenu informationnel, etc. Ok? Voilà. Ensuite, la popularité, qui va pouvoir se développer bien évidemment parce qu'on a fait un contenu de qualité. Il est bien évident que si on a des images qui ont un potentiel de buzz sympa sur les réseaux sociaux, un message fort, ça va être transmis, ça va être transféré, etc. Il y a des blogueurs qui sont très actifs. Donc, encore faut-il avoir créé les contenus qui donnent envie d'être partagés. Okay? Donc voilà les 3 grands piliers. Moi, je vais plus m'orienter pour cette présentation sur la partie contenu. Alors, enfin, quoique, un petit peu de structure quand même. J'ai oublié en fait les slides que j'ai fabriqués, c'est pour ça. Mais on peut pas y échapper. C'est-à-dire que la structure et le contenu, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire ensemble. Lorsque vous connaissez votre message, réfléchissez-le par rapport à des personas, c'est l'idéal. Hein, je l'ai fait récemment de façon très poussée avec un client où en fait on a renversé complètement leur logique. C'est-à-dire, je leur ai dit, faites-moi des portraits robots. C'est qui vos clients? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Comment? Quelle est leur démarche? Et en fait, on a reconstruit complètement leur arborescence de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une erreur très communément commise dans la création des sites. On va retrouver ça maintenant quasiment partout. C'est qu'on a tendance à penser que quand on crée des sites, il faut tout relier avec tout. C'est ce qu'on va voir souvent sur des blogs, où on va avoir toutes les actus qui vont être empilées par date de la plus récente à la plus ancienne, avec des liens avec toutes les catégories, et puis des liens, si ça se trouve, avec tous les contenus. C'est une erreur majeure en termes de calcul de pertinence pour les moteurs de recherche. Sachez créer ce qu'on appelle des silos, des couloirs thématiques. C'est-à-dire que j'ai juste fait ça pour vous expliquer ce principe-là, c'est-à-dire partez sur un thème et développez ensuite des sous-thèmes, c'est-à-dire des pages qui vont porter ce thème-là. Voilà. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Quand je donne des cours, j'explique quelque chose qui est très simple. Les gens qui sont près de chez moi, je suis près du golfe du Morbihan, on dit voilà, vous voulez faire une page de tourisme sur le tourisme au bord du golfe du Morbihan, vous allez faire une page générale et puis dire que le golfe du Morbihan, bah, c'est les îles. Alors vous allez faire une page par île. D'accord? Alors l'île aux moines, l'île d'Ar, etc., etc. Et puis ensuite, eh ben, on va pouvoir, si on veut vraiment se positionner sur l'île aux moines, ben, on va parler des balades sur l'île aux moines, et puis on va parler des compagnies maritimes. On va développer, en fait, approfondir le sujet, penser approfondissement. Le lecteur, il passe quelques secondes sur une page. Sauf quand vraiment son intérêt est marqué, il va vraiment lire en détail tout ce que vous écrivez, mais bien souvent, dès qu'il arrive sur une page, il se pose la question, ça a été évoqué ce matin aussi, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Sur quoi je clique? Une espèce d'hyperactif, il faut qu'il sache où cliquer. Donc souvent, c'est des informations simples qui vont l'emporter, qui vont l'emmener vers des informations plus approfondies. D'accord? Là, je vous parle vraiment de principes de silos lexicaux. D'accord? Ça, c'est important. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs pages sur tout ce qui va pouvoir, par exemple, être intéressant de savoir sur, j'en sais rien, moi, le don, la défiscalisation, le mécénat, le sponsoring, toutes ces choses-là. Il y a énormément de choses à faire en termes de contenu là-dessus. D'accord? Ensuite, il y a d'autres types de contenus qui vont être très porteurs. C'est, par exemple, tout ce qui va raconter une vraie histoire. Et il n'y a pas mieux que le témoignage pour ça. D'accord? L'actualité, c'est une chose. Le glossaire, la définition, les explications, le contenu informationnel, c'est très bien. Mais il n'y a pas mieux que des gens qui s'expriment. Et c'est encore mieux, c'est comme les photos évoquées plus tôt, c'est encore mieux quand c'est vrai. Hein, donc, n'hésitez pas à travailler là-dessus, à animer votre communauté en faisant remonter des témoignages sur votre site. En termes de référencement, c'est une arme de référencement massif. D'accord? Voilà. Et puis tout ça, bien sûr, toutes ces pages-là ont forcément un but, mis à part le fait d'être pertinentes, mis à part le fait d'être reconnues par les moteurs de recherche dans des contextes lexicaux précis, eh bien, elles ont pour but d'amener à une action. Si c'est du don, si c'est l'inscription à une newsletter, etc., bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce qui a été très bien dit sur l'ergonomie précédemment, mais voilà comment tout ce qu'il faut prendre en compte pour bien créer une page. Ok? Maintenant, venons-en donc
à ce que je voulais vous présenter. Combien de temps il me reste pour présenter l'essentiel? Très rapidement, très peu de temps. Un document, en fait, Google, c'est pas autre chose, et les moteurs de recherche sont pas autre chose que des bibliothèques de documents, d'accord? Vous avez déjà déposé un bouquin à la bibliothèque, la personne, elle a besoin d'avoir un titre, le type du livre, bref, pour savoir où le ranger. Or, je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs, c'est vraiment un livre, le livre sans nom, ben, même ce bouquin-là, en fait, il a un titre et un auteur, d'accord? Et je peux vous dire que c'est véritablement vital pour une page. La première chose que vous pouvez faire au quotidien, si vous vous posez la question de savoir quoi faire de concret sur mon site pour le faire avancer en termes de pertinence, c'est de vous occuper de correctement le titrer. C'est l'un des fondamentaux du référencement. Ça ne fait pas tout, hein, bien sûr. Il n'y a aucune condition nécessaire et suffisante. Il y a plein de conditions nécessaires, aucune suffisante dans le domaine du référencement. Mais voilà, hein, pensez vraiment à ce que vos documents soient uniques et parfaitement identifiables. Ici, alors, j'ai rajouté des éléments parce que je ne voulais pas rester sur vous donner juste un ou deux slides. Dedans, vous retrouverez des éléments qui seront exploitables par la suite si vous voulez faire des recherches suite à cette rencontre. Mais voilà ici réunis les quelques éléments qu'il faut réunir à minima sur une page pour qu'elle soit correctement structurée et correctement présentée. D'accord? Je passe très rapidement dessus. Il y a ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Vous savez tout ce que c'est que le fil d'Ariane? Comment? C'est les liens canoniques, ça? Non, c'est la hiérarchie des pages. C'est-à-dire, vous êtes ici, hein, l'accueil, vous êtes dans telle catégorie, vous êtes dans telle page. Ça, c'est un outil assez important parce que c'est déjà ergonomique d'un certain point de vue, mais surtout, ça va permettre au robot de parfaitement comprendre votre hiérarchie. D'accord? Et tout ça doit être fait de façon méthodique. Tout ce qui est titre et intertitre, le titre principal de la page, faites des paragraphes plutôt que de faire un long texte, séparez ça en paragraphes courts avec des idées claires, et tout ça titré par des titres H1, H2, H3. Pour ça, je vous mélange ça, je vous présente ça parce qu'en fait, ça mélange à la fois votre travail de rédaction et à la fois un travail qui doit être implémenté directement dans la structure du code. D'accord? Donc, d'où l'importance de collaborer entre rédacteurs et personnes qui s'occupent du site, parce qu'eux savent parler le chinois. D'accord? Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Un texte suffisamment dense. En dessous de 250 mots, on va dire grosso modo, c'est un compromis autour de ça. On suppose aujourd'hui qu'un robot, s'il trouve moins de 200 mots, il va dégager la page et il la traitera comme quelque chose de sans intérêt. D'accord? Il faut une certaine quantité de texte pour qu'elle soit correctement analysée. Aujourd'hui, on place ça aux alentours de 200 mots. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller plus loin. Mais si vous construisez des contenus sur la technique du qui, que, quoi, où, quand, comment, combien, vous ne pouvez pas faire moins de 200 mots. Alors il faut vraiment le faire exprès. Il y a moyen vraiment de raconter une histoire intéressante ou de faire un texte suffisamment dense. Des liens thématiques dans les textes. C'est-à-dire que je parle du golfe du Morbihan, je vais pointer vers une île, vers une activité, vers quelque chose qui est connexe. D'accord? Donc dans vos activités, j'imagine que c'est assez facile à trouver ce genre d'idée. Optimisez vos images également. Hein, le nom de fichier, le petit attribut qui rejoint également tout ce qui touche à l'ergonomie pour les personnes en situation de difficulté visuelle ou auditive ou autre. Tout ce qui est légende, etc. sera parfaitement... Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui ont plus de trafic ou autant de trafic via Google Images que via Google Text. Hein, donc s'il y a un univers visuel dans votre activité, n'hésitez pas à l'exploiter. Et puis, deux éléments qui sont dans le code du site, qui sont le title et la description, d'accord, qui sont fondamentaux. C'est les deux éléments qui sont ce dont a besoin le documentaliste dans la bibliothèque. Un titre, un auteur, grosso modo. Alors, une rédaction précise, un choix de mots-clés avec des priorités, et puis une hiérarchie claire dans la structure. Avec ça, déjà, vous pouvez voir l'avenir d'un site en termes de visibilité qui se transforme complètement. D'accord? Alors, par exemple, ici, avec un site qui s'appelle Eureka, donc qui explique très clairement ce que c'est qu'une association caritative, etc. Ça m'a plu cet exemple-là parce que je l'ai trouvé en tapant association caritative dans Google. D'accord? Il n'est pas premier, hein, il doit être 3 ou 4e, ce qui est quand même pas rien parce qu'il y a un paquet de résultats. Et là, vous voyez, on voit association caritative, définition, don et l'aide. Okay? Avec une description. Les associations caritatives sont des associations d'utilité publique, elles ont le droit de recevoir des dons, etc. Donc on est sur une page purement informationnelle, okay? Et c'est le fameux title et la description de cette page-là. D'accord? Donc ça, si vous avez un site,
vous avez normalement un espace d'administration qui vous permet de personnaliser. Ces éléments doivent être personnalisés page par page. Ça paraît pas grand-chose parce qu'en fait, le title doit tenir sur une centaine de caractères maximum, mais ce sont les 55 premiers qui vont apparaître dans Google. Donc vous avez un mouchoir de poche pour exprimer la thématique de la page de façon claire avec des mots-clés utiles. Même chose pour la description, sauf que là, vous pouvez monter à 200 caractères, sachant que ce sont les 150 premiers qui vont être vus. Ça va être important pour l'indexation du document par le moteur de recherche, qui va faire la corrélation entre ces éléments-là et le contenu de la page, mais ça va être aussi important parce que si la page est réactive sur une page face à une requête, eh bien ce sont souvent ces éléments-là qui vont être présentés. Et là, la quantité de clics va changer. D'accord? On rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon de rédiger une annonce AdWords. Il y a des messages qui vont entraîner du clic et il y a des messages qui, tiens, il y a une ambiguïté, ben non, j'y vais pas. De toute façon, il y a d'autres pages qui sont claires, donc j'y vais. D'accord? Et puis, en parallèle, ici, ça, c'est la structure des titres de la page. Hein? Donc, vous voyez ici, pour moi, une page, elle est correctement optimisée pour le référencement lorsque on comprend le contenu de la page exclusivement en lisant ses titres. On est dans la grille de lecture des moteurs de recherche ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Association caritative. Qu'est-ce qu'une association caritative? Qu'entend-on par caritative? Notion d'utilité publique, dont voilà, les choses sont parfaitement claires. Ça se fait pas tout seul. Mais ça, c'est un travail qui est à votre portée. Je veux dire, là, on n'est pas du tout dans un délire technologique ou quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien et chaque page mérite d'être améliorée, au moins jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Ensuite, en dehors de l'optimisation, une fois que vos pages sont réactives, en plus, en faisant ce que je viens de décrire, vous améliorez le quality score dans les AdWords. La réactivité de la page, sa note sera meilleure, les enchères vont baisser, enfin quoi que vous vous en foutez puisque Google vous donne l'argent, mais en tout cas, le score sera meilleur, et la page sera mise en avant du fait qu'il y a une corrélation entre la requête, l'annonce et la page d'atterrissage. Ça, c'est vraiment la spirale vertueuse, quoi. Ensuite, une fois que vous vous êtes occupé du contenu, juste pour terminer, communiquez, quoi. Hein, là, par contre, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là, mais c'est à partir de là que les réseaux sociaux vont pouvoir commencer il va se passer quelque chose, que des blogueurs vont pouvoir éventuellement partager. Vous pouvez par contre avoir, vous, une démarche active vis-à-vis de sites spécialisés. Il y a des annuaires d'associations, il y a des choses comme ça. N'hésitez pas, il faut créer des signaux. Et l'un des critères, c'est celui de la quantité, ou plutôt de la qualité des liens qui vont pointer vers vous. D'accord? Je ne rentre pas dans ce discours-là, mais ça fait partie de l'univers du référencement. Voilà, puis vous avez peut-être des partenaires, des donateurs, des gens, des structures qui vous entourent. Ok, j'arrête. Et ici, juste à titre de goodie, si ça peut vous aider, je ne vais pas le décrire, des outils qui pour la grande majorité sont gratuits et qui vont vous permettre, pour les uns, de travailler sur l'analyse de structure de site, d'accord, de façon automatisée, c'est-à-dire faire en quelques minutes ce qui vous prendrait des semaines à la main. Des outils comme des outils gratuits de Google, etc. Ça, c'est plutôt destiné au webmaster. Google Analytics, on vous en a parlé. Les recherches de mots-clés. Certains sont payants, comme celui-là, Yoda Insight, mais dans l'univers francophone, franchement, il n'y a pas mieux. D'accord? Ça coûte une trentaine d'euros. Tout ce qui touche à la popularité là-bas. Et puis ici, ça peut vous intéresser. Des outils qui vont vous permettre facilement de calibrer la taille des images par rapport aux réseaux sociaux, pour ne pas passer 2 heures à faire des images. Voilà. J'arrête de le faire. Merci.